ensemble, effectivement, pour cette conférence. Vous aimez bien me faire peur pour la dernière conférence de la journée, Benjamin et Morgane. Se déplacer à vélo, bénéfices, équipements et bonnes pratiques. On est ensemble pendant 1 heure exactement, sur lequel on va aborder ces sujets. Je vais vous parler juste d'une ou deux points avant de commencer et de vous présenter, chers conférenciers et conférencières. Pour vous rappeler que toutes nos conférences sont disponibles sur le portail Améliorons la ville, tous les replays des conférences. On fait ça depuis plusieurs années, Élie, Mathias et Nathalie. Donc, il y a des milliers d'heures vidéo sur le portail. Donc, vous pouvez offrir ça en cadeau de Noël. Ça, c'est pour une idée. C'est gratuit et ça fait plaisir à tout le monde. Ensuite, ça, c'est pour vous rappeler le programme qu'on a eu cette semaine, puisque vous savez, cher public, on s'installe ici dans cette salle le lundi, et puis on fait des conférences du mardi au jeudi. Donc, on a parlé copropriété mardi matin, anticiper les travaux. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les acronymes, hein, PPT, chaque univers a ses acronymes, plan pluriannuel de travaux, DPE, diagnostic de performance énergétique, celui-là, tout le monde le connaît, AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, ça c'était sur la copropriété. Mais aussi la copropriété, c'est un enjeu hein, pour le vélo, mais on y reviendra parce qu'il faut stocker ces vélos les bâtiments. Et donc, il y a des programmes d'ailleurs hein, qui pourraient aider les copropriétés à se mettre pas à se mettre au vélo, mais en tout cas à développer les parkings vélo. On a parlé le mardi après-midi vélo et employeur. Donc là, c'est un focus spécialement employeur qui était co-organisé avec la société Mobilor, où là, effectivement, c'était riche aussi d'enseignements. Il y avait Cyclable qui participait aussi à la conférence. Et donc, effectivement, les employeurs, on sait que c'est un enjeu important parce que 80% des trajets se font domicile-travail à vélo. C'est le chiffre que j'ai retenu. Alors, bon, on en reparlera ensemble. Et du coup, il faut accompagner ces employeurs pour mettre en place, pour les aider à déployer pardon, le vélo chez eux. On a parlé diagnostic. Ce matin, on a parlé contrat de performance énergétique dans les bâtiments tertiaires parce qu'il y a le décret tertiaire vous savez, qui oblige 40% d'économie d'énergie en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050. Vous voyez, il y a des gros enjeux copropriété, des gros enjeux tertiaires. Et puis, on a parlé juste avant la partie amiante. Effectivement, quand on fait des travaux, eh ben, il ne faut pas oublier l'amiante parce que sinon, ça coûte plus cher et puis ça retarde ça peut mettre à l'arrêt un chantier d'ailleurs. Et puis, demain, on parlera mobilité électrique. Ça, c'est une autre transition. C'est la transition du véhicule thermique au véhicule électrique, puisque vous savez, chers conférenciers, qu'à partir de 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques, ce sera que de la vente véhicule neuf hein, de véhicules électriques, sauf quelques Happy Few qui se roulent en Porsche, Maserati ou autre Ferrari. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, pour ces gens-là, vous pourrez continuer à rouler et acheter des véhicules thermiques. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va tout de suite commencer à rentrer dans le vif du sujet. Peut-être on peut faire un tour de table de présentation. Nathalie Daclon pour la mairie de Paris. Vous êtes, Nathalie, à distance. Voilà, mais il faut allumer votre caméra et votre micro. Peut-être je propose un petit tour de table de présentation. Qui vous êtes et qui vous représentez? Nathalie, je vous laisse Je commencer. commence. Bonjour, toutes mes excuses de ne pas être avec vous. J'ai eu un empêchement de dernière minute, mais je suis ravie néanmoins. Donc, je travaille à la Mission Vélo, qui est un service de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif d'appliquer les objectifs en matière de politique cyclable. Ambitieux. Objectif ambitieux. Voilà, on voit qu'à Paris, oui, il y a pas mal de choses. Pour ceux qui sont cyclistes à Paris, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà, et j'imagine qu'il y a encore des choses qui vont être faites. On va en parler. Mathias. Donc, Mathias Beaufils-Marquet, référent mobilité active à l'ADEME Île-de-France. Donc, voilà, l'ADEME, opérateur de l'État qui va accompagner tout un tas de structures, associations, entreprises, collectivités, et notamment les collectivités à travers le programme À Vélo pour qu'elles initient une politique cyclable, avoir une stratégie de développement de schémas directeurs, de services vélo, d'événements, d'associations, d'animation. Et puis aujourd'hui, on parlera également de prospective, un petit peu pour donner
les enjeux en 2050 sur les scénarios que l'ADEME a pu produire et quelle est la place du vélo dans ces scénarios. Bah, super. Merci Mathias. Élie? Oui, bonjour, je suis Élie Hiton, je suis géographe et urbaniste et je travaille au département mobilité et transport de l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Voilà. Merci à vous trois d'être là. Et puis on parlera aussi en fin de conférence de l'exposition Transi Expo Vélo qu'on a mis en place. Et il y aura un petit quiz aussi en fin de conférence. Alors, pour commencer, Élie, on avait dit qu'on commencerait par vous pour détailler les bienfaits du vélo, parce que je crois que vous avez mis en place un petit argumentaire. Je vous donne la zapette, les 10 bonnes raisons de promouvoir le vélo. Oui, voilà, je vais vous présenter donc 10 bonnes raisons de promouvoir le vélo et vous montrer pourquoi le vélo est un mode qui coche toutes les cases pour une mobilité désirable et durable. Donc, tout d'abord, le vélo est un mode de transport alternatif dans le sens où il enlève des voitures de la circulation et il désature les transports en commun. On peut voir ici la rue de Rivoli à Paris dans les années 70. On a 6 files de circulation autorisées, une file de stationnement. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une file pour les taxis et les bus, et le reste, c'est pour les vélos et les piétons. Donc, cette rue de Rivoli, c'est l'axe historique est-ouest de la ville de Paris. Et juste en dessous, en fait, circule la ligne 1 du métro, la ligne la plus fréquentée du réseau. Et on a 10 000 à 15 000 vélos qui circulent sur cette piste cyclable tous les jours. Et on pourrait aussi parler du boulevard de Sébastopol, qui est l'axe nord-sud qui croise cette rue de Rivoli et sur lequel on a 15 000 à 20 000 cyclistes par jour. Et juste en dessous, on a aussi la ligne 4 du métro, qui est la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau de métro. Et donc, ces 15 000, 20 000 cyclistes par jour, c'est autant de personnes qui ne sont pas en fait dans le métro, donc ça contribue à le désaturer et aussi enlever des voitures de la route. Puisque à Paris, 79% des cyclistes sont des anciens usagers des transports collectifs et 5% des anciens automobilistes, eh bien, ça fait toujours autant de monde en moins dans les transports ou sur la route. Le vélo est un mode de transport individuel et efficace. C'est un mode de transport de masse. Donc ici, vous avez une petite animation qui est une vidéo qui est prise sur le réseau Cycleways, qui est le réseau cyclable métropolitain de la ville de Londres. Donc on voit bien que des dizaines de cyclistes passent au moment où sur 3 files de circulation, en fait, la circulation est complètement interrompue. Construisez des routes et vous aurez des voitures, construisez des pistes cyclables et les gens prendront leur vélo. C'est aussi simple que ça. Et donc, on voit aussi l'enjeu de construire des aménagements cyclables bien dimensionnés et qualitatifs pour provoquer cette pratique. Et au passage, construire une piste cyclable pour transporter autant de monde, c'est 200 fois moins cher que de construire une autoroute urbaine. Le vélo est un mode de transport non motorisé. Donc le vélo, c'est le seul mode réellement à zéro émission avec la marche. Donc le secteur des transports, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France avec 32%, et c'est aussi le seul secteur dont les émissions ne diminuent pas. La route, c'est un peu plus de 3000 morts par an en France, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg en réalité, puisqu'il y a entre 40 et 50 000 personnes qui meurent chaque année des causes de la pollution atmosphérique, largement provoquée par la circulation automobile. Et donc, en région parisienne, la qualité de l'air s'améliore peu à peu, mais on reste à des niveaux très critiques, notamment à certains endroits comme à proximité des échangeurs autoroutiers, où là, on peut avoir des niveaux qui sont 8 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS sur les particules fines, par exemple. Et c'est des endroits très denses où on a une concentration aussi de publics sensibles comme les enfants, avec des crèches, des écoles, mais aussi des personnes âgées. On a aussi des hôpitaux avec des personnes qui ont des maladies que la pollution impacte beaucoup. Le vélo est un mode de transport peu agressif, c'est un mode de transport sûr. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, avec le vélo, on a une sécurité par le nombre. Donc, plus on a de vélos,
moins il y a d'accidents. Entre 2022 et 2023, la pratique du vélo a augmenté de 5% en France et la mortalité à vélo a diminué de 8%. Donc, en fait, plus il y a de personnes qui font du vélo, plus les automobilistes adaptent leur conduite et plus ça donne envie, du coup, à d'autres personnes de faire du vélo, dont certains anciens automobilistes. Oui, il est intéressant ce chiffre, je ne le connaissais pas, c'est-à-dire sur la pratique du vélo. On savait qu'elle avait augmenté, mais je ne savais pas que la mortalité avait diminué, hein. Donc, effectivement, c'est très vertueux. Oui, oui, c'est très vertueux. Et puis, il faut faire attention un peu quand on analyse ces chiffres de la mortalité à vélo, parce que, en réalité, la plupart des personnes qui se tuent malheureusement à vélo, ce sont plutôt des personnes qui font une pratique sportive du vélo en dehors des agglomérations. Et quand on parle de vélo, on parle plutôt, on Ouais. a plutôt en tête du vélo urbain pour se déplacer. Et de toute façon, c'est très rare qu'on se tue tout seul à vélo. Généralement, c'est une collision avec une voiture, un bus, un poids lourd qui est la cause réelle Donc, c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est plutôt la circulation motorisée. Peu agressif aussi, puisque le bruit participe de l'ambiance urbaine désagréable qu'on peut avoir en ville, et le vélo est un mode silencieux. Le vélo est un mode de transport actif. Donc, il y a une étude récente qui montre que grâce à la pratique du vélo en France, on évite 2000 décès chaque année et plus de 6000 maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, la dépression, certains types de diabète. Et donc, la pratique du vélo actuelle ferait des économies de 2,5 milliards à la société par an. Et donc, cette étude montre que si seulement un quart des déplacements de moins de 5 km qui sont réalisés en voiture aujourd'hui étaient transférés sur le vélo, on pourrait doubler ces bénéfices sur la santé et donc passer à 4000 décès évités par an et 5 milliards d'économies. Donc, le vélo, c'est un mode de transport qui est bon pour l'économie au niveau sociétal, mais aussi au niveau individuel, puisque l'ADEME considère qu'une voiture coûte 5 000 euros par an, avec l'achat, l'amortissement, le carburant, les péages, le contrôle technique, l'entretien, les PV. Ça grimpe très vite. Un vélo, une fois qu'on l'a acheté, c'est un peu d'entretien, souvent qu'on peut faire soi-même, puisque le vélo, c'est un mode low-tech, donc on peut aussi faire des choses soi-même. Et puis aussi, on a des aides en fait pour acheter un vélo, notamment un vélo à assistance électrique. Il y a le forfait mobilité durable qui est instauré dans pas mal d'entreprises maintenant. Donc, on peut aussi en fait presque gagner de l'argent en faisant du vélo pour se rendre à son travail. Le vélo est un mode de transport léger et peu encombrant. Vous connaissez peut-être cette photo qui montre l'espace de voirie nécessaire pour transporter 60 personnes. Donc là, c'est à Münster en Allemagne, mais c'est pareil partout. En fait, on voit les 60 personnes en voiture qui prennent énormément de place, beaucoup moins en bus et aussi peu en vélo. Pour ce qui est du stationnement, une voiture stationnée sur voirie, c'est 10 mètres carrés d'occupés. 25 mètres carrés si on prend un parking en ouvrage ou un garage, parce qu'il faut aussi compter les voies d'accès en fait, à la place de stationnement. Pour comparaison, un deux roues motorisé, c'est 2 mètres carrés et un vélo, c'est 0,7 mètres carrés. Donc sur une place de stationnement voiture, en fait, on peut mettre 14 vélos. Et sur l'espace de voirie, pour la circulation, pour transporter autant de personnes, on peut avoir besoin de 6 fois moins d'espace avec un vélo qu'avec une voiture. Le vélo, c'est un mode de transport aussi capacitaire en emport, donc il y a un très fort potentiel de développement de la cyclo-logistique, du transport de marchandises en ville. Il y a une étude anglaise qui montre que à vélo cargo, on va 1,6 fois plus vite qu'avec une camionnette en milieu urbain. Puis au niveau des émissions, il n'y a pas photo non plus, puisque c'est 11 fois moins émetteur de gaz à effet de serre qu'une camionnette. Le vélo, c'est aussi un mode de transport des proximités, puisque en fait, il fait du bien aux petits commerces. En fait, là, on a une étude danoise qui montre que les personnes qui font leurs courses à vélo, en fait, ont un panier qui vaut moins cher que les automobilistes. Par contre, ils vont beaucoup plus souvent faire leurs courses et au final, ils dépensent plus d'argent dans leur commerce. Et ce sont aussi des chalands qui sont plus fidèles à leurs commerçants. Donc, il y a un vrai intérêt pour le commerce local par rapport aux automobilistes qui, eux, sont des chalands beaucoup plus volatiles et qui vont avoir tendance à aller faire leurs courses à des endroits très différents.
Puis on a une autre étude autrichienne, pour le coup, qui montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 94% de nos achats peuvent être faits à vélo. Donc là, avec les vélos cargo, éventuellement les remorques, on peut vraiment multiplier le domaine de nos achats à vélo. Et enfin, le vélo est un mode de transport des moyennes distances. Vous avez ici le plan du réseau VIF, Vélo Île-de-France, ex-RERV, qui est donc un réseau de 11 lignes d'infrastructures cyclables sécurisées au niveau régional, qui a été porté par le collectif Vélo Île-de-France et qui est maintenant soutenu par la région et Île-de-France Mobilité. Il est rejoint en fait sur le territoire de la métropole du Grand Paris par le plan vélo métropolitain qui vient compléter ce réseau dans le Grand Paris avec 8 autres axes de vélo sécurisés. Donc le vélo, c'est pas uniquement un mode de déplacement urbain, on peut aussi en faire dans le périurbain. Il a un énorme potentiel sur ces déplacements-là, et aussi en intermodalité avec les transports en commun. Donc il y a un gros potentiel de rabattement vers les gares, avec du stationnement vélo suffisant dans les gares. Voilà pour les 10 raisons. J'aurais pu en donner d'autres. Le vélo, c'est bon pour l'économie, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est un secteur qui crée de l'emploi, des emplois non délocalisables, un secteur qui recrute. Le vélo, c'est bon pour la productivité. Les vélo-taffeurs sont moins absents au travail, ils sont plus productifs, ils sont à l'heure. Le vélo, c'est bon pour le tourisme. Le cyclotourisme, ça, c'est une manne financière, c'est un secteur qui explose. Puis on pourrait aussi parler de la dépendance au pétrole qu'on a aujourd'hui au niveau national, et le vélo, c'est un mode de transport qui permettrait aussi plus de résilience au niveau national, et une moindre dépendance aux pays exportateurs de pétrole, par Voilà, exemple. on voit, merci Elie, on voit qu'il n'y a que des intérêts. En tout cas, il y a quelques éléments. Juste pour vous rappeler, cher public, on vous enverra les présentations en fin de conférence. Je fais un petit deal on fait un petit deal avec vous, c'est qu'on vous envoie un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et vous recevez les présentations en contrepartie. Nathalie, alors pour continuer, j'aimerais vous poser deux questions. Élie a commencé à en parler, mais le vélo, est-ce que c'est dangereux ou pas? Parce que là, vous avez les chiffres sur Paris, et vous allez, j'imagine, nous les partager. Et est-ce qu'on a une photographie de la pratique du vélo à Paris et comment elle a évolué? Alors, le vélo, les cyclistes ne sont pas du tout les plus touchés par l'accidentologie mortelle et accidents graves. De manière peut-être contre-intuitive ou en tout cas méconnue, les plus touchés sont les piétons et les deux roues motorisées, assez largement. Et malgré l'explosion de la pratique dont Élie parlait tout à l'heure, l'année dernière, et ce n'était pas arrivé depuis 2013, on a regretté un mort, qui est un mort de trop à vélo, mais dans le même temps avec des flux de vélos quand même assez impressionnants. Alors évidemment, il y a des accidents, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'accident, mais les plus touchés sont très nettement les piétons et les motards. L'autre question était, excusez-moi. Ben là, on va partager votre présentation. Là, Oui, je commence. allez, on commencer. Donc moi, je vous raconte où on en est du vélo à Paris aujourd'hui. C'est ça. Alors, hop. Donc ça, ce Excusez-moi. chiffre, j'étais étonné quand Nathalie nous l'a partagé, quand on a préparé. C'était un mort à Paris. Je m'attendais qu'il y ait beaucoup plus de morts. Mais non, il y a très peu de cas de morts liés au vélo. Il y en a toujours trop, mais Il y en a toujours trop. Et à chaque fois, enfin pour l'instant en tout cas, les accidents mortels sont liés au phénomène de l'angle mort, dont il faut parler pour que tout le monde en ait conscience, en plus d'avoir des actions pour limiter cet effet d'angle mort, bien entendu. Donc le vélo à Paris aujourd'hui, petite révolution urbaine dans la mobilité. Vous m'entendez bien là, ça va? très bien, parfait.
Donc l'objectif depuis plusieurs années déjà, hein, depuis oui, même bientôt plusieurs dizaines d'années, puisqu'on est en 2024, c'est de renverser ce paradigme des années 50-60 où une politique du tout voiture est venue donner les images qu'on a sous les yeux, avec qui paraissent anachroniques, alors que c'était il n'y a pas longtemps, hein, mais donc la rue de Rivoli dont Élie a parlé, les berges de Seine qui était quand même une autoroute urbaine, hein, sur un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez aussi l'exemple du canal Saint-Martin, qui était un immense parking. Donc l'objectif de la politique municipale, tout sujet confondu, est donc de passer à une ville durable, avec notamment des politiques de mobilité assez ambitieuses pour redonner leur juste place aux usagers que sont les vélos et les piétons. Donc une politique cyclable particulièrement ambitieuse depuis plusieurs années. Donc Vélib, qui arrive en 2007 et qui a été un curseur important dans l'histoire du vélo à Paris, qui a rencontré immédiatement un succès assez phénoménal. La précédente mandature de la maire actuelle, 2015-2020, 2014 même, qui s'engage dans un plan vélo inédit de par ses ambitions. C'est pas le premier plan vélo de la ville de Paris, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais il est vrai que dans ses ambitions et les moyens qui y ont été dédiés, c'était la première fois. Et à l'époque, c'était moins simple qu'aujourd'hui. On n'avait pas encore le vélo ancré tout à fait dans nos politiques et dans nos appréhensions urbaines. Et puis les booms très récents qu'on a connus fin 2019 avec les grandes grèves qui, comme à chaque grande grève, ont vu ressortir les vélos des caves. Là, on a eu beaucoup de cyclistes, ce qui correspondait avec la livraison de beaucoup de nos axes structurants du plan vélo précédent. Et puis en 2020, sortie du premier confinement de la pandémie mondiale, où on a travaillé tout confinés que nous étions pour mettre en place 52 km de coronapistes qui ont eu un impact très important sur la pratique. Avec énormément de cyclistes. Et à l'été 2020, franchement, on a un peu tous halluciné et on s'est dit, mais les gens ont pété un plomb, enfermés dans leurs appartements parisiens, ils ont besoin de se défouler, de pédaler. Et en fait, enfin, je vais le développer à la slide d'après, mais la pratique est désormais installée, c'est certain. C'était les deux gros booms d'accélérateurs récents. Donc, nouvelle mandature, de nouveau une politique cyclable renouvelée dans ses ambitions, avec des investissements très conséquents, hein, 250 millions d'euros sur la mandature, c'est un gros budget de la ville de Paris. Des objectifs de poursuite de la construction du réseau, bien entendu, avec des pistes sécurisées et agréables pour encourager la pratique, puisqu'on sait que le sentiment d'insécurité est un des freins pour se mettre au vélo. On s'inscrit évidemment dans un territoire métropolitain et régional, donc Élie a évoqué le vif. On travaille avec les communes riveraines, nos voisins et ces entités plus larges pour faire correspondre nos réseaux, bien entendu. On a de très forts objectifs sur le stationnement vélo, qui est toujours un peu l'oublié quand on met en place, enfin c'est pas que c'est oublié, mais quand on met en place une politique cyclable, on commence par construire un réseau et comme le disait Élie, quand on fait des pistes cyclables, on a des vélos. La preuve en est encore une fois avec l'exemple de Paris. Et il nous faut ensuite dérouler tout un paquet d'autres axes pour que cette pratique se passe dans de bonnes conditions, le stationnement vélo étant un levier essentiel, j'y reviendrai un peu plus tard, et continuer cette construction d'un écosystème global qui permet la pratique du vélo dans de bonnes conditions et dans de bonnes situations de cohabitation sur l'espace public avec les autres usagers. Oui, Donc parce que ça, c'est oui, aussi Nathalie, un enjeu, parce que la cohabitation, on voit qu'il y a explosion des vélos. tout à fait. Dans Paris, il y a beaucoup de piétons également.
Je sais que j'avais participé à une réunion, mais sans la dévoiler, il y a à la sortie des arrêts de bus, mais finalement, Oui, les gens sortent des bus et puis ils n'arrivent plus à traverser les pistes cyclables tellement il y a de monde à vélo et qui ne respectent pas toujours non plus les piétons. Donc, il y a aussi ce fonctionnement au vivre ensemble hein, qui a à tout à retravailler. fait. C'est un des éléments de ma conclusion, mais c'est vrai que quand on construit une piste cyclable, c'est beaucoup plus compliqué qu'il peut n'y paraître quand on ne connaît pas ces sujets, parce que en fait, de façade à façade, on a un espace public qui est contraint et qui doit contenir beaucoup d'usages, évidemment pas que des vélos. Les piétons sont très. Je recommence. La politique d'Anne Hidalgo est très vigilante par rapport à ce sujet. Parce que c'est les plus vulnérables, parce que aussi c'est les plus nombreux, 60% des déplacements se font à pied. Donc on fait très attention à ça, mais il y a beaucoup d'enjeux en fait. Il y a aussi la cohabitation avec les collectes de poubelles, par exemple. Nos éboueurs, eux aussi, rencontrent parfois des difficultés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde quand on pense nos aménagements. Les véhicules de secours, ça va de soi. Enfin, il y a vraiment la logistique aussi. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte et à surface égale de façade à façade, il faut faire cohabiter tous ces usages parce qu'on veut faire circuler des cyclistes, mais on veut avant tout que l'écosystème urbain fonctionne bien. C'est quand même ça le premier et suprême objectif. Donc ces ambitions portées par la maire de Paris et son équipe autour du vélo s'inscrivent dans une politique plus large de transformation de l'espace public. Élie en a parlé tout à l'heure, mais une politique cyclable, ça a aussi un impact sur la pollution de l'air et sur la pollution sonore, qui est une pollution très subie par les Parisiens, qui le relèvent à tous les sondages. Donc évidemment, un vélo, c'est silencieux. La reconquête des espaces réservés aux motorisés, puisqu'il y a un journaliste qui avait calculé en 2015 que à peu près 52% de l'espace public était dédié aux circulations motorisées, alors même que c'est moins de 10% des déplacements. Donc il y a cet enjeu de reconquête auquel participe la réouverture des berges de Seine aux circulations actives, par exemple, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres leviers, Paris Respire, les rues aux écoles, enfin, il y a beaucoup de projets en ce sens, le réaménagement des grandes places également. Tout ceci visant l'apaisement de la ville et avec de manière sous-jacente les enjeux d'accidentologie dont on a parlé. Donc, quelques chiffres sur l'évolution du réseau cyclable et du stationnement. Donc, en janvier 2023, nous en étions à 1442 km de linéaire cyclable, linéaire étant un terme qui regroupe tous les axes dédiés au vélo. Donc, ça peut aussi être les doubles sens cyclables. C'est aussi pour ça que ce chiffre est très massif. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, surtout si ma présentation est diffusée. Les aficionados des chiffres pourront regarder ça de très près, mais pour voilà, le graphique illustre le travail conséquent qui est fait pour que ce réseau se structure. Et les places de stationnement également, mais je vais en reparler tout à l'heure. Et donc, ce qui devait arriver arriva, puisque nous avons une explosion de la pratique qui, depuis l'été 2020, ne cesse d'augmenter en fait. Je vous disais, on a regardé ça de près, on a fait une enquête aussi sur les usagers des coronapistes pour voir qui étaient tous ces gens qui déboulaient sur leur biclou. Et aujourd'hui, à l'hiver 2024, on continue à battre des records de fréquentation. On sait désormais que cette pratique est installée, que les vélos ne repartiront pas, comme ça pouvait être le cas dans les années précédentes quand les vélos sortaient
des caves pendant les grèves et qu'ensuite ils re-rentraient dans leur cave. Aujourd'hui, on sait que les cyclistes sont là, même quand la météo n'est pas hyper clémente. Il y a encore beaucoup, beaucoup de cyclistes parce qu'on suit ça de très près. On a des points de comptage et des datas là-dessus. Donc, on regarde pour comprendre ce qui se passe. Et donc, on a une augmentation de la pratique entre 2019 et 2022 de presque 60%. On a des embouteillages de vélos, on a des axes où on compte plus de vélos que de voitures, ce qui n'était pas gagné il y a encore 5-6 ans. Et donc, nous savons désormais que la mobilité parisienne comptera à tout jamais, on l'espère, sur le vélo. On a quand même encore quelques enjeux devant nous, bien entendu. D'abord, il faut poursuivre la construction de ce réseau, qui est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on est encore en train de pérenniser les coronapistes, par exemple. Enfin, on a presque fini, hein, heureusement. Et puis, on a énormément de projets aussi liés aux Jeux Olympiques, puisqu'on a un réseau qu'on a appelé les Olympistes, qui doit donc être prêt incessamment sous peu. Et on a encore beaucoup à faire pour construire ce réseau, même si on avance tous les jours. On a un vrai sujet sur le stationnement, on est en retard, il y a un besoin énorme et surtout très divers, puisque on doit trouver des places de stationnement sur l'espace public, bien entendu, dans le cadre de nos déplacements quotidiens, du quotidien, mais on doit aussi pouvoir se garer de manière sécurisée chez soi, sur son lieu de résidence, sur son lieu de travail, dans les facs, sur les lieux publics, les musées, que sais-je. Donc, on travaille beaucoup avec le territoire pour essayer de développer cette offre. Mais de toute façon, il y a tellement de vélos partout qu'on n'a pas trop besoin d'expliquer ce besoin. Il est assez criant. Et aussi aux abords des points, au regard de l'intermodalité dont parlait Edith tout à l'heure, aux abords des gares et des stations de transport collectif, bien entendu. On a un vrai enjeu sur la cohabitation des usages avec cette mobilité qui est arrivée de manière très massive et sans doute un peu brutalement. Donc, on se doit d'accompagner ça parce que l'idée n'est pas que les cyclistes pourrissent la vie de tous les autres usagers. Et réciproquement par ailleurs, hein, parce que c'est pas aussi binaire que ça. Donc, alors ça, c'est pas côté mission vélo, mais on a des actions en ce sens-là, à la fois de pédagogie, sensibilisation, à travers, par exemple, l'adoption d'un code de la rue qui est en train d'être déployé, de communication, sensibilisation, rappel des règles, etc. Et aussi de répression avec la police municipale qui, contrairement à ce qu'on croit souvent, verbalise les cyclistes qui le méritent. Voilà. On poursuit le soutien aux actions associatives qui sont très importantes pour nous puisque elles couvrent un champ très précieux pour notamment l'apprentissage et la remise en selle des personnes qui ne savent pas faire du vélo ou pas très bien. Donc ces actions-là sont très importantes aussi pour l'enjeu que je viens d'évoquer. On a un objectif qui est issu du plan vélo national, qui est la généralisation du savoir rouler à vélo dans toutes les écoles parisiennes. On y croit beaucoup aussi pour à la fois rendre tous ces enfants très heureux, parce que je peux vous dire que les enfants qui pédalent sont très heureux, je l'ai vu de mes yeux, et aussi parce que justement c'est un enjeu important pour apprendre les règles et la bonne conduite de cohabitation sur un espace partagé à cet âge-là, et avec un effet rebond dans les familles et auprès d'autres cyclistes plus largement. Et puis, on essaye de développer au maximum les déplacements à vélo pour des publics qui sont encore éloignés de la pratique. Donc,
nos pistes très sécures, très confortables, sont adaptées pour beaucoup, beaucoup d'usages. Élie parlait tout à l'heure de tout le potentiel du vélo. Donc, elles sont évidemment adaptées pour la logistique avec des vélos très larges et on prend en compte ces nouveaux vélos dans nos aménagements, mais on essaye aussi de donner envie aux seniors, aux femmes qui sont encore sous-représentées dans la pratique, aux habitants des quartiers populaires qui sont moins cyclistes au niveau national d'ailleurs, hein, c'est pas un cas parisien, et aussi aux personnes souffrant de handicap, puisqu'il existe à peu près autant de vélos que de handicap. Et on a de plus en plus d'actions, notamment associatives, que nous subventionnons en ce sens, ce qui bien sûr nous réjouit. Voilà, je vous ai fait un petit tour d'horizon. Voilà, mais vous avez ici abordé disons, l'avenir, et donc ça, c'est très bien, sur le vélo à Paris. Merci Nathalie pour ce tour d'horizon intéressant et important. Et puis, aussi, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Cube, hein, et je sais bien, on a 7 ateliers d'autoréparation maintenant sur Paris, et on sait à quel point il faut aussi accompagner les usagers sur le vélo. Énorme demande. Pardon? Énorme demande. Et oui, une grosse Les, demande. ouais, les vélos-écoles sont saturés. D'ailleurs, on ouvre un nouvel atelier. On va être à l'Académie du climat, Nathalie. Alors, Ah oui, très bien. voilà, Félicitations. qui est dans le centre de Paris. Alors, Mathias, pour continuer sur le vélo, là, on s'est dit on va continuer. Là, on a vu Paris, on va dézoomer un peu sur l'Île-de-France, et puis faire un témoignage aussi. Je vais vous passer la zapette, faire un témoignage aussi sur la qualité de l'air de manière globale. Et puis les bénéfices qu'il y a aussi sur toute la partie Île-de-France. Oui. Alors, il a été rappelé que voilà, on avait une exposition à la qualité de l'air qui était encore très mauvaise en Île-de-France, hein. Alors, si les chiffres sont de à peu près 40 000 décès prématurés sur le territoire national, en Île-de-France, on estime qu'il y a à peu près 8 000 décès prématurés dus à une surexposition à la qualité de l'air. Il y a encore Tous les ans. tous les ans. Oui, c'est colossal. Donc, il y a encore en Île-de-France 40 000 personnes qui respirent un air qui ne respectent pas la directive de l'Union européenne sur les oxydes d'azote. Donc, cette directive, elle va être révisée pour atteindre peu à peu les normes requises par l'OMS. Mais actuellement, si on regarde combien de franciliens sont exposés à des taux de particules fines et d'oxyde d'azote supérieurs à ceux qui sont recommandés par l'OMS, on a 80% des franciliens et franciliennes. Donc c'est encore beaucoup. Donc on sait, on l'a mentionné, que le vélo permet une décarbonation et donc une moindre émission de particules fines, mais encore plus d'oxyde d'azote qui est le premier, dont le premier émetteur est le trafic routier. Mais on pourrait se poser la question, si je roule à vélo, là, l'air est pollué, est-ce que je risque aussi, est-ce que c'est un risque pour ma santé? Donc, on a pu avoir des recherches sur ce sujet-là. Et le chiffre le plus intéressant nous vient donc au niveau francilien de l'ERS en 2012. Donc, mais les conclusions, voilà, puisqu'on est sur quelque chose de prospectif, sont largement transférables aujourd'hui, puisque quand on regarde, on peut donc en Île-de-France, si on regarde un scénario, on aurait 4% de part modale, c'est-à-dire la situation actuelle. On est à un peu moins de 500 décès évités. Mais si on bascule sur des scénarios avec une part modale un peu plus intéressante, 8%, pour donner un petit ordre de grandeur, la Belgique est à 9%. Hein. Donc 8% de part modale de vélo Alors ça, il faut peut-être réexpliquer le terme par modal, parce qu'il y a du public Alors, qui ne connaît pas par forcément. modal, Oui. il y a plusieurs façons de la calculer, mais on va dire que c'est le nombre de déplacements réalisés à vélo par rapport au nombre de déplacements total. Voilà. Et donc, si on double la part modale finalement par rapport à aujourd'hui, on aurait 1000 décès évités.
et un scénario un peu plus ambitieux avec 20% de part modale. Alors 20% de part modale au niveau national, ça correspond voilà, aux scénarios les plus ambitieux de l'ADEME pour 2050. Donc là, si on a 20% de part modale en Île-de-France, on est à 2500 décès évités. Et en fait, on parle de décès, mais c'est des mois d'espérance de vie gagnés puisqu'on a une meilleure santé, principalement due aux maladies cardiovasculaires, aux risques associés aux maladies cardiovasculaires et à certains cancers grâce à l'activité physique. Oui, il n'y a pas que les décès, c'est ce que vous voulez dire. Il y a aussi toutes les maladies et toutes les pathologies qui sont associées, sur lesquelles les personnes souffrent finalement de cette pollution. Ouais, les affections de longue durée notamment. Et j'aimerais aussi faire un petit focus sur un public plus particulier qui est les jeunes. Parce qu'en fait, quand on regarde la situation de la sédentarité, elle est extrêmement préoccupante pour les jeunes. Alors, à la fois les personnes, les jeunes de 6 à 10 ans et aussi les ados. Et en fait, là, on voit même que l'activité physique diminue avec l'âge. On voit que donc, là, 37% des enfants de moins de 10 ans ne pratiquent pas 60 minutes d'activité physique par jour et on monte aux 3/4 des enfants ados. Donc, et en plus, avec des inégalités entre les filles et les garçons. Et si on regarde sur la totalité des moins de 18 ans, hein, seuls un tiers des filles font une activité physique jusqu'à 60 minutes et c'est la moitié des garçons. Donc voilà, ça pose les questions aussi d'inégalité de genre par rapport à l'accès à l'espace public, etc. Mais voilà, donc il y a quelque chose de vraiment préoccupant à ce sujet-là. Et donc, une solution à ça, c'est de mettre les enfants sur un vélo pour qu'ils ils se rendent de leur domicile à leur école à vélo. Nathalie le rappelait, c'est l'ambition du plan vélo avec la généralisation du savoir rouler à vélo, où à l'horizon 2027, chaque enfant devra être formé chaque année au cours du primaire pour qu'il puisse savoir rouler à vélo. Donc l'ADEME, pour ça, a réalisé une étude pour un petit peu savoir comment se déplacer les collégiens et est-ce qu'ils se déplaçaient à pied, à vélo, en voiture, accompagner leurs parents, etc. Et donc, quels sont les freins et les leviers si on veut développer la pratique syllabe des enfants? Évidemment, c'est le premier frein. Il a été rappelé juste avant, la ville de Paris mène son plan vélo qui passe avant tout d'abord par des infrastructures sécurisées. C'est évident que c'est le premier frein à lever pour que des enfants puissent circuler seuls sur des pistes cyclables et se rendre à leur école à vélo. Ensuite, il faut qu'ils puissent garer leur vélo en arrivant à l'école. Donc, on a un gros besoin d'arceaux vélo au niveau des collèges et des lycées. Et peut-être, c'est la chose la plus évidente, et j'ai oublié de le rappeler, mais il faut avoir un vélo en état de marche, posséder un vélo et avoir un vélo en état de marche. Ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, quand on a tous ces éléments-là, eh bien, il faut sensibiliser. Alors, il y a eu des démarches d'éco-délégués, de voyages à vélo parfois organisés dans des classes, de déplacements scolaires aussi qui peuvent être parfois. On a des expérimentations pour que les enfants aillent à la bibliothèque toutes les semaines, donc en se rendant à vélo. Donc, il faut développer l'apprentissage, mais aussi tout ce qui est sensibilisation à la pratique du vélo. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on a un énorme potentiel, puisque plus de la moitié, jusqu'à 70% des élèves, habitent à une distance qui est réalisable à vélo depuis leur domicile. Ça, vous parlez en Île-de-France? Non, on parle en France. Alors là c'est le national. chiffre au niveau français. Ouais. Je n'ai pas le chiffre au niveau francilien, mais dès qu'on rentre dans une zone plus dense, on est encore plus proche de son domicile. Oui, plus favorable pour les. Plus proche de son Oui, très domicile. certainement. Et si on regarde ailleurs en Europe, on voit que la moitié des petits élèves danois vont à l'école à vélo. Et les Pays-Bas, c'est les 3/4 des enfants du secondaire, donc voilà, secondaire à partir de la 6e, hein, qui vont à l'école à vélo. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas faire d'aparté parce qu'on a je vois le temps qui file, mais le film Yes We Cycle, c'est
on voit les enfants rentrer dans l'école à vélo, mais c'est un flot ininterrompu d'enfants qui rentrent à l'école à vélo, hein, aux Alors, Pays-Bas. ça existe aux Pays-Bas, mais il y a certains collèges en France, où, notamment en Gironde, j'ai l'exemple en tête d'un collège où 90% des enfants vont à l'école à vélo. Ah oui, donc il y a déjà Voilà. des Il exemples y a comme des ça. bons exemples Ouais. déjà en France. Donc là, dans les Pays-Bas, ils font en moyenne 6 km pour rejoindre l'école. Mm. Donc, c'est quand même quelque chose. Suivons l'exemple des enfants aux Pays-Bas. On l'a rappelé, je ne vais pas m'étendre sur les gains en termes. On pourrait quantifier en fait ces gains-là. Euh, c'est euh, c'est des chiffres qui sont un peu à prendre avec des pincettes, hein, selon les hypothèses qu'on fait. Mais en suivant une médiane, hein, d'euros par kilomètre qui sont gagnés pour la santé publique, hein, grâce à plus d'activité physique, lutte contre la sédentarité, encore plus si c'est des personnes qui vont de la voiture vers le vélo. Donc j'ai refait le calcul, si on se projette sur une part modale vélo sur les scénarios les plus ambitieux de l'ADEME, à peu près 1 000 euros par personne de gains pour la collectivité. Ouais. On a des gains euh, personnels et des gains collectifs également. Vous avez d'autres diapos, vous voulez les aborder après, hein? C'est pour voilà, les scénarios, ça c'est pour la deuxième partie, hein, le deuxième tour de table. Alors oui, ça c'est juste un aspect très personnel, hein, la commensurabilité. Il faut tout aujourd'hui dans nos sociétés, il faut tout rendre équivalent à des euros. Alors on voit vous l'avez fait, merci, hein, pour cet exercice, mais on voit que les bénéfices vont bien au-delà d'une transformation en euros et que il y a des bénéfices individuels aussi de sociétés globaux, de liens avec les autres, et ça n'a pas de valeur. C'est difficile à quantifier. Alors, je voulais continuer avec vous, effectivement, Élie. Alors là, on avait dit, euh, sur la ville, on propose un projet désirable. Oui, alors le vélo, c'est pas uniquement un projet de transport, c'est un projet urbain. Euh, le vélo, c'est la vision d'une ville apaisée, une ville de proximité et une ville désirable. Euh, il est évident qu'on ne fait pas la ville de la même façon autour des vélos qu'on a pu la faire autour de la route et des autoroutes durant les 30 Glorieuses, quand l'énergie abondante et pas chère était une réalité, et où donc on a construit la ville, nos systèmes urbains, grâce à la vitesse procurée par l'automobile, et donc qui a amené à dispatcher et séparer les fonctions de la ville, notamment entre les habitations et les emplois. Et donc cette ville automobile, on en hérite, on va mettre du temps à la changer, il faut faire avec, faut la transformer. Mais la ville qu'on construit autour du vélo, c'est une ville des proximités où on a une diversité des fonctions autour de polarités. Et le SDRIF, donc le schéma directeur régional d'Île-de-France, qui va bientôt être adopté, euh, opte pour une région Île-de-France qui soit polycentrique et une région des 20 minutes. Euh, Polycentrique, en fait, ça veut dire qu'il se base autour de bassins de vie. En réalité, c'est déjà le cas en Île-de-France. En fait, on a les 3/4 des Franciliens qui réalisent l'intégralité de leurs déplacements dans un rayon de 10 km autour de chez eux. En 2030, on aura 90% des Franciliens qui résideront à moins de 2 km d'une gare. Donc en fait, on voit qu'il y a un gros enjeu à la fois développer des itinéraires cyclables, des liaisons cyclables au sein de ces bassins de vie, et aussi à organiser ces liaisons cyclables vers les gares pour de l'intermodalité et permettre une bonne coordination vélo-transport en commun pour permettre aussi la région des 20 minutes. Donc aujourd'hui, le vélo, je l'ai montré avec le réseau VIF tout à l'heure, c'est un outil qui a été, sur lequel l'Institut Paris Région travaille depuis longtemps, qui a été proposé par le collectif
Vélo Île-de-France, qui est un collectif d'associations pro-vélo, et qui a été en fait soutenu par la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, qui va le subventionner jusqu'à 300 millions d'euros. Euh, et donc, euh, et donc le vélo, aujourd'hui, c'est dans la planification c'est une réalité. Et on voit aussi que sur l'aspect désirable, en fait, aujourd'hui, l'Île-de-France, ce n'est pas une région qui fait rêver. Il y a 50% des Franciliens qui souhaiteraient habiter ailleurs. Et ça monte jusqu'à 80% pour les cadres. Donc, en fait, généralement, l'argument qui est avancé, c'est ailleurs, il y aurait une meilleure qualité de vie. Mais qualité de vie, c'est un terme un peu générique. Ce qu'on voit surtout derrière, c'est un désir de proximité, un désir de mode de vie apaisé. Et on pourrait très bien avoir ça en Île-de-France si on organise la région autour d'un mode de vie, d'un mode de ville qui soit plus centré sur le vélo, les modes actifs avec la marche et, euh, et donc des villes apaisées. Nathalie, pour rebondir là-dessus, effectivement, si on regarde Paris dans les prochaines années, là, vous avez fait il y avait une diapo 2021 de 2026, mais si on regarde dans les 2-3 prochaines années, c'est quoi le vélo à Paris? Bah, j'espère déjà que nous serons désirables et que nous le sommes un peu plus chaque jour. Bah, nous, on se sert beaucoup d'une des études de l'ADEME qui est précieuse pour nous parce que c'est l'ADEME, donc c'est sérieux, ça fait foi, qui a travaillé sur des scénarios, sur 3 scénarios plus ou moins ambitieux selon les politiques menées en matière de politique cyclable, avec un scénario 1 qui est on continue comme ça jusqu'au 3e scénario où on est très volontariste. Je, je pense qu'à Paris, on peut dire qu'on est très volontariste et à horizon 2050, on parle de 30% de part modale à vélo. Donc, À Paris, c'est tout à l'objectif fait, de à 2050. Paris. Ouais. Alors, nous, on n'a pas d'objectif chiffré comme ça parce que les parts modales, c'est très compliqué à calculer et que voilà. Donc, on n'a pas d'objectif chiffré en la matière. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les déplacements, et ils sont encore nombreux, qui peuvent être faits à vélo le soient ou à pied, hein, en fait, que les déplacements ne soient plus polluants. Donc on n'est pas, il n'a jamais été question de virer toutes les voitures, etc. On sait très bien qu'on a besoin de voitures, ne serait-ce que pour les livraisons, etc. Mais tous les déplacements qui peuvent trouver une alternative avec un mode non polluant, c'est vers ça qu'on tend. Euh, et du coup, ça déroule un peu tout ce que j'ai expliqué. C'est un tout, quoi. Donc demain ou un demain plus ou moins lointain, là on va pas faire marche arrière. Enfin, en plus, même politiquement, autant il y a encore quelques années, le vélo ne faisait pas forcément consensus. Aujourd'hui, à Paris en tout cas, hein, où nous avons des mairies d'arrondissement avec des partis divers, euh, euh, le vélo aujourd'hui fait consensus Ouais. parmi les élus. Alors pas forcément localement, il peut y avoir des achoppements quand il y a un projet en particulier, etc. Mais globalement, euh, j'ai l'impression qu'on a fait un très très grand pas. Euh, J'espère que je ne me trompe pas. Non, non, mais là, on voit, en plus, on en parlait effectivement aussi des enjeux financiers. Alors, donc, du coup, j'imagine que aussi les ménages qui se mettent au vélo réarbitrent leur budget, les économies qu'ils font sur la voiture sur d'autres sujets. Donc, c'est très difficile après de rechanger de pratique. Vous avez tendu la perche, Nathalie, à Mathias pour c'est quoi la France 2050 à vélo? Parce que je crois qu'il y a effectivement cette étude ADEME, on peut donner quelques chiffres. Oui. Alors, effectivement, donc on a les scénarios de l'ADEME, c'est 4 grands chemins pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on l'a rappelé, le premier secteur émetteur, c'est celui des transports. Et donc, le travail qu'ont fait mes collègues de l'ADEME, ça a été de se dire
quelle est la part du vélo dans les déplacements pour permettre de décarboner les transports. Donc là, je laisserai le soin à tout le monde d'aller voir les chiffres dans les détails. Je vais vous parler des grands chiffres hein, dans la slide suivante, juste pour vous dire que là, en fait, c'est un calcul très, très fin en 2050 sur chaque scénario. Hein. Donc la première barre à chaque fois, c'est 2015, donc ce qui était la photographie actuelle au moment où les scénarios ont été réalisés. Une tendance, on a une augmentation globale du nombre de déplacements et on file la tendance sur le vélo notamment. Et après des scénarios où on a plus ou moins de pratique du vélo. Donc on regarde la distance parcourue par jour. Donc là, je vais vous en parler à vélo. Le temps qu'on passe sur son vélo par jour et le nombre de déplacements qu'on réalise à vélo. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces scénarios-là? Donc, on a deux scénarios et je vais plutôt m'axer hein, sur ces deux scénarios-là, les scénarios S1 et S2 qui sont très axés sur la sobriété, la relocalisation, le report modal vers les modes actifs. Et juste pour dire un mot sur le scénario S3, en fait, si on regarde un petit peu l'ambition, c'est 12% par modal. 12% par modal, c'est l'ambition du plan vélo. Donc finalement, scénario S3, c'est le scénario tendanciel plus, on va dire, vers lequel on ira. Si on va plus loin, donc on va sur les scénarios plus sobres, plus axés sur le vélo, on voit que dans la moitié des déplacements en 2050, voilà, on est en 2050, la moitié des déplacements que chacun réalise, il les réalise soit à pied, soit à vélo. Ça paraît assez fou comme ça. On réalise chaque trajet qu'on va faire à vélo, c'est environ 20 minutes. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de tout à fait faisable. Et la distance que pour chaque trajet qu'on va réaliser, selon les scénarios, elle est plus ou moins élevée hein, parce qu'il y a des VAE, il y a d'autres types de vélos qui émergent et donc qui permettent d'augmenter les distances. VAE, VLO, Vélo à assistance électrique. Oui. Donc on est à peu près entre 3,7 km et 5 km pour le scénario le plus ambitieux. Et donc, en fait, ces scénarios-là, ils s'accompagnent d'une réelle transformation de la société parce qu'il faut s'imaginer un monde où on n'a pas uniquement des vélos mécaniques, des vélos assistance électrique dont le boom est réel, hein, supporté par une aide publique conséquente hein, pour l'achat de vélos. Même les entreprises, on parlait il y a des financements des entreprises pour le vélo électrique. Voilà. Aussi, ouais. Et donc, on n'a pas seulement ces vélos classiques, on a aussi tout un tas de gammes de vélos adaptés hein, à tous les publics, donc seniors et publics en mobilité réduite. On a des vélos pliants pour favoriser l'intermodalité. Donc, on plie son vélo, on l'emporte dans le RER, parce que jamais on aura la place de mettre des vélos dans les RER non pliés. Hein. Pour réaliser des trajets comme ça en combinant vélo et train, ça peut vraiment remplacer la voiture dans la mesure où, en plus, en Île-de-France, on va être à 98% des personnes qui seront à moins de 2 km d'une gare. Donc, le trajet dans ces cas-là intermodal est très intéressant et permet de vraiment concurrencer la voiture. On a des vélos cargo dont on a vu les photos tout à l'heure pour transporter des marchandises, mais aussi des enfants. Donc, les familles peuvent réaliser leurs courses à vélo. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais dans ces scénarios-là, on a poussé ça pour que ça devienne la normale. Et enfin, on a sur les zones plus périurbaines, voire rurales, tout un tas de véhicules intermédiaires qui sont aujourd'hui à l'échelle de prototypes, qui sont accompagnés notamment par l'ADEME par l'extrême défi. Donc, c'est créer des véhicules qui soient 10 fois plus légers, 10 fois plus recyclables, etc. Donc, c'est un facteur 10. Un facteur 10. Voilà, c'est des véhicules qui, quand ils vont être électriques, ça va être des toutes petites voitures électriques, hein, moins de 900 kilos. Et on a aussi des véhicules intermédiaires qui sont à mi-chemin entre le vélo et la voiture. Je vais passer juste un instant à l'image ici pour qu'on voit. On a les vélos cargo, les biporteurs, les vélos pliants et des vélos mobiles, des petites voitures où on a à la fois une assistance électrique et un habitacle qui permet d'être sécurisé sur la chaussée. Ça nécessite évidemment de réorganiser nos routes pour accueillir des véhicules qui ne vont pas dépasser les 40 km/h sur les plus performants.
mais c'est vraiment quelque chose un véhicule du futur qui s'intègre dans les scénarios de l'ADEME. Donc là, vous allez me dire, bon, on est un petit peu dans le futur, est-ce que c'est atteignable? Eh bien, donc, on peut regarder, on regarde toujours les Pays-Bas. Bah, aux Pays-Bas, ils font à peu près des trajets qui durent 17 minutes. Bon, voilà, on est à 20 minutes à vélo, on est un peu mieux que les Pays-Bas aujourd'hui. Leur trajet, actuellement, c'est à peu près un peu plus de 3 km. Donc finalement, si on regarde, on a donc une part modale qui est effectivement plus importante aux Pays-Bas. Mais si on regarde donc le nombre de kilomètres qu'on parcourt par an et les trajets moyens, on se situe entre le scénario S1 et S2 de l'ADEME. Donc c'est vraiment quelque chose qui est palpable, hein. Oui, donc Et c'est atteignable. c'est atteignable. Et si on regarde quelque chose de très concret, c'est le nombre de minutes qu'on passe en mode actif, vélo plus marche, on arrive à 30 minutes. 30 minutes, c'est les recommandations pour être en bonne santé tous les jours. Donc finalement, c'est des scénarios qui sont totalement dans le champ du possible pour peu qu'on en développe les infrastructures cyclables et toutes les services vélos qu'on a pu citer juste avant. Voilà, merci Mathias pour cette présentation. On arrive au terme là, de notre conférence. On avait dit 1 heure. Peut-être on va conclure par ce sujet ensemble. On a une expo, hein, Transi Expo Vélo, une expo sur le vélo. On va vous la présenter, cher public. Mais si aussi vous regardez cette vidéo sera intégrée dans l'expo. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est aussi que vous êtes dans l'expo. Bon, c'est comme une boucle. Et donc, vous pourrez scanner le QR code que vous voyez. C'est une expo qui va être diffusée dans plein de lieux dans Paris. D'ailleurs, on a parlé à l'Académie du Climat, bon, enfin, dans des bibliothèques et dans des entreprises. Et effectivement, c'est une expo dont l'objectif est de la sensibilisation au vélo. Et donc, du coup, dans cette expo, vous retrouverez dans quelques jours aussi cette vidéo qui donnera aussi des éléments de bienfaits, parce que là, on a parlé surtout des éléments de bienfaits individuels et collectifs, hein, et c'est déjà énorme, mais on aurait pu parler aussi dans cette expo, vous retrouvez aussi des éléments sur les équipements de sécurité, et puis aussi une troisième partie sur la partie code de la route et bonnes pratiques. On l'a à peine abordé, mais ça, c'est un sujet important, parce que finalement, il faut se sensibiliser, hein, c'est ce qu'on fait. On se met au vélo. Après, il faut s'équiper, avoir ces vélos et qui sont en état de marche. Et là, avec Nathalie, on parlait des ateliers aussi de réparation, la vélonomie, être autonome. Et puis ensuite, il faut rouler et que ça se passe bien sur la route. Voilà. Merci à tous. Merci Nathalie, qui est à distance. Pour la mairie de Paris. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci à Mathias aussi et à Élie. On avait l'ADEME et l'Institut Paris Région qui étaient aussi avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt alors, hein.